Mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission Débat de la semaine. Une émission, vous le savez, qui décortique l'actualité de la République démocratique. Nous suivons de près tous les sujets d'actualité dans notre pays, sujets politiques, économiques, sociaux, pourquoi pas, tous les sujets en tout cas qui ont trait à la vie de la nation. Aujourd'hui, il y a 3 sujets qui ont retenu notre attention. Le tout premier, il s'agira de la loi sur de la composition de la CENI qui a été promulguée par le... Deuxième sujet, nous aborderons la question relative à la brigade internationale. Vous savez qu'elle se met déjà en place. En tout cas, la première équipe est déjà en République démocratique du Congo, à Goma, où elle est en train de prendre la température de la région. Et troisième sujet, enfin, nous parlerons, mesdames et messieurs, de l'élection du gouverneur dans la province de l'Équateur. Voilà les 3 sujets que nous devons débattre dans cette émission. Un seul invité aujourd'hui, ce n'est pas une habitude d'avoir un seul invité dans cette émission, mais aujourd'hui, malheureusement, le second invité s'est excusé de justesse et nous avons un seul invité en la personne de Maître Willy Mbenza. Il est acteur politique indépendant. C'est avec lui que nous allons faire l'analyse des sujets d'aujourd'hui. Maître, bonsoir. Bonsoir Adam, merci pour l'invitation. Vraiment, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir ici pour la toute première fois dans l'émission Débat de la semaine. Le tout premier sujet, je l'ai annoncé, donc il s'agira de parler de la loi qui a été promulguée par le chef de l'État et qui concerne la reconfiguration, si vous voulez, de la CENI. On sait que plusieurs acteurs, non seulement politiques, des acteurs de la RDC, mais également certaines personnalités du monde international avaient voulu que la CENI soit reconfigurée, étant donné que énormément des failles avaient été constatées lors des élections de 2011. C'est chose faite. Comment est-ce que vous pouvez déjà, comme première analyse, évoquer cette situation? On sait qu'il y a 6 personnalités de la majorité, 4 représentants de l'opposition et 3 de la société civile. Est-ce que cette composition ou cette reconfiguration à ce niveau vous satisfait? En principe, je ne peux pas discuter d'une loi qui n'est pas encore publiée au journal officiel, parce qu'il ne m'est pas encore opposable. Là, vous parlez comme un juriste. Oui. Mais quand ça vient du chef de l'État, on se dit, bon, ça va finalement être publié par le journal officiel. Est-ce que c'est arrivé des cas où le président de la République promulgue une loi et puis, bon, on met cette loi au placard parce qu'avant la publication au journal officiel, est-ce que c'est déjà arrivé? Je ne pense pas. Ça peut ou n'est pas arrivé. Mais dans la considération relative au cursus d'une loi, elle ne devient opposable dès qu'elle est publiée au journal officiel. La promulgation par le chef de l'État, c'est une bonne chose, mais ça ne rend pas la loi opposable. Raison pour laquelle je me dis que je m'abstiendrai de faire des commentaires sur quelque chose qui ne m'est pas opposable. Si elle était publiée au journal officiel, je l'aurais avec moi et faire des analyses. D'accord. Mais vous pensez qu'une reconfiguration de la CENI, c'est ce qui va finalement apporter des solutions que nous attendons? Parce que nous savons, comme j'ai eu à le dire, en 2011, il y avait beaucoup de ratés. Est-ce qu'il suffit de reconfigurer, d'ajouter des postes ou de retirer ou d'ajouter des responsabilités à certaines personnalités pour que les choses changent lors des prochaines élections en 2016? Ça, c'est plus pour des questions d'humain, pour plaire à certaines personnes. Mais les Congolais et le Congo risquent de ne pas se retrouver dans ça. Comment ça? C'était le même discours lorsqu'on a édité la loi de 2010 sur la CENI. Mais nous avons vu ce qui s'est passé. Mais maintenant que vous parlez des quotas, de ceci, ça risque d'être encore pire. Mais qu'est-ce qu'il faut alors pour avoir l'assurance de pouvoir obtenir des élections assez crédibles? Qu'est-ce qu'il faut, à votre avis? Il faut comprendre d'abord ce que c'est les élections dans une démocratie.
Apparemment, chez nous, les gens ne comprennent pas ce que c'est une élection. Vous apprenez par exemple que et au niveau des électeurs, et au niveau des élus, et au niveau des organisateurs, l'appréhension n'est pas la même. Tel pense parce que il est éligible, il doit contacter l'organisateur pour que son nom figure et qu'il soit proclamé parmi les élus. Tel autre pense que, comme il est éligible, il doit soudoyer les électeurs pour obtenir le suffrage. Tout ça, ça pose un problème et le pays n'a pas besoin de ça. Est-ce que la crédibilité des élections dépend au préalable des personnes qui composent l'organe électoral? La crédibilité des élections comprend au préalable la compréhension des élections. N'est-ce pas? Comprendre ce que c'est une démocratie. Comment accéder au pouvoir lorsqu'on est dans la démocratie. N'est-ce pas? Si tout le monde comprend ça, ça va se passer comme sur des roulettes. Mais si, comme je disais tantôt, tout le monde ne comprend pas, alors vous allez avoir par exemple des situations que nous avons vécues. On confie à des gens des responsabilités importantes pour organiser des élections libres, démocratiques, transparentes, non conflictuelles, et ainsi de suite. Ils vous donnent des élections non démocratiques, non libres, non transparentes, très conflictuelles, et ainsi de suite. Et je crains qu'on retourne dans ça. Oui, parce que je posais cette question parce qu'on a entendu quand même les membres de la société civile qui commencent déjà à lever le ton, à dire que bon, on nous a réservé un quota de 3 membres dans la nouvelle configuration de la CENI. 3 membres, c'est peu, et que l'organe électoral est trop politisé. Alors, on se pose la question, est-ce que bon, il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de gens issus de la société civile pour que nous puissions être convaincus que bon, nous aurions à la fin des élections libres, démocratiques et transparentes? J'ai toujours dit que l'appellation société civile, c'est une appellation impropre. Lorsque vous opposez ça à la politique ou au social, simplement parce que la société civile elle-même, n'est-ce pas, comprend la politique, le social et s'oppose à la société militaire. Lorsque vous mettez dans une loi politique, ceci et puis ceci, c'est une confusion totale. Voilà. Oui. Bon, c'est vrai que il se pose aussi un problème de candidature. Vous avez dans les élections où, comme on a eu à le constater dans les élections passées, où il y a un nombre exagéré de candidats, tout le monde veut être candidat. Est-ce qu'on ne peut pas au niveau déjà de la Constitution corser les critères qui peuvent permettre aux individus d'être candidats à l'élection pour qu'on ne puisse pas se retrouver avec autant de personnalités candidates et qui voudraient demander le suffrage du peuple, parce que 70 millions d'habitants. Alors si vous avez autant de candidats, c'est autant de problèmes à régler. Non, mais il ne faut pas limiter les libertés publiques. Si vous parlez de l'élection, je me souviens par exemple qu'en France, au niveau de l'élection présidentielle, il y a eu autant de candidats, n'est-ce pas? On n'a pas autant de moyens que la France. Non, non, nous parlons d'une élection, on ne parle pas des moyens. Il faut des moyens aussi pour organiser une élection. Ça, c'est un autre aspect. Vous pensez qu'il faut restreindre les libertés parce qu'on ne peut pas avoir autant de candidats. Je dis non. La politique, c'est un vœu. Lorsque on poursuit les pouvoirs politiques, dans des démocraties, il faut passer forcément par les élections. Mais le problème chez nous, ce n'est pas lié aux candidats. C'est lié à la compréhension de l'élection, à la compréhension de la démocratie. C'est ce que je répète ici depuis que j'ai commencé. Et pour arriver à des solutions crédibles, non contestables, il faut qu'il y ait des gens qui se permettent de donner des enseignements aux autres pour que cela s'incruste de la façon que on peut avoir 2, 3, 4 000, 10 000 candidats et le problème ne se posera jamais parce que tout le monde a la même appréhension de l'élection. Mais ici chez nous, vous n'avez pas simplement beaucoup de candidats, mais vous avez tout le monde qui veut gagner.
Justement, vous avez tout le monde qui veut gagner. Donc, au-delà... Il faut passer par des moyens rhétors, n'est-ce pas, entre autres, soudoyer les électeurs. Par exemple, dans ces cas-là, le vote devient censitaire, le vote n'est plus un suffrage libre. Donc, au-delà de la compréhension des élections dont vous parlez, il y a aussi des ambitions. Il y a des gens, vous avez des ambitions par rapport à certains camps politiques. Il y a l'opposition qui a des ambitions et qui voudrait être au pouvoir. Vous avez la majorité qui voudrait être au pouvoir. Bon, il y a aussi des ambitions qu'il faudrait gérer et tout ça. Non, mais c'est là que je dis que nous devons faire attention, n'est-ce pas? Lorsque vous allez à une élection, c'est pour prendre le pouvoir. C'est ainsi que des fois, j'ai eu des doutes de voir quelqu'un qui est au Parlement et puis il dit qu'il n'est pas au pouvoir. Si, il est au pouvoir, il est au gouvernement dans le sens large. N'est-ce pas? C'est bien que dans la connotation, ça renvoie à la minorité au pouvoir. Minorité au pouvoir, n'est-ce pas? Contrairement à ceux qui ne sont pas effectivement au pouvoir. Mais ici, chez nous, lorsque vous postulez, vous voulez à tout prix gagner. Et si c'est fait que vous ne pouvez pas gagner, il faut passer par des combines. C'est ce qui biaise la crédibilité, c'est ce qui pose le problème par rapport à ça. Et en finalité, vous avez plus d'élus que des sièges, effectivement. Mais ça va se passer comment? Ça met le pays dans le chaos, ça met le peuple dans l'embarras. Raison pour laquelle je me dis que quand la loi ici sera publiée, lorsqu'elle deviendra opposable, nous aurons des observations à faire quant à ça, parce que je crains que ça ne puisse pas résoudre les problèmes alors que le problème est sérieux. Vous avez vu des gens qui avaient la charge d'organiser des élections libres, démocratiques, n'est-ce pas? À la fin, ils nous ont donné des présidents de la République, des diplomaties, des ceci, des... Finalité. Pour quelle finalité? Ils n'ont pas donné de président. Enfin, selon la publication de la commission électorale indépendante, puisque vous parlez de l'élection présidentielle, la CENI a déclaré élu à la présidence de la République M. Joseph Kabila. Non, la CENI n'a pas promulgué de président. Ce sont les autres qui ont contesté. C'est l'opposition, avec en tête l'UDPS, qui ont contesté pour dire que, bon, pour nous, c'est Tshisekedi qui a été élu. Mais pour la CENI, l'organe qui a organisé les élections, c'est Joseph Kabila qui avait remporté les élections. Ah, là, vous êtes dans le contexte de la reconnaissance. Mais au finish, il y a eu des prétendants. Tel a dit que c'est moi qui ai gagné, tel autre a dit que c'est moi qui ai gagné. Mais sur le plan de la reconnaissance, on voit la CENI, disons le bureau, qui reconnaît tel candidat, la Cour suprême reconnaît tel candidat, et puis même sur le plan international, il y a des États qui ont reconnu aussi, n'est-ce pas, ces candidats-là. Mais lorsque ces gens-là ont été chargés d'organiser des élections avec beaucoup d'argent que l'État a mis à leur disposition à l'époque, c'était pour qu'on n'arrive pas à des situations comme ça, n'est-ce pas? Pour qu'à la fin, il y ait un président qui est élu sans contestation et qui est applaudi par les autres, n'est-ce pas? Alors, lorsque je vous vois citer des chiffres, 6, 4, mais je dis ça me vient dans l'embarras, nous risquons de replonger dans la même situation. Et puisque ça risque de ne pas aider le pays à aller de l'avant, je dis que nous allons faire des observations importantes au moment opportun. D'accord. Je pense que nous allons passer au deuxième sujet de cette émission, avec votre permission. La brigade internationale, on en parle beaucoup et on a vu une diplomatie active de la part de la République démocratique du Congo. Sur tous les fronts, en tout cas, les responsables du pays, de la RDC, étaient dans tous les sommets pour avoir gain de cause. Et aujourd'hui, le gain de cause qu'ils ont pu obtenir, c'est quoi? C'est l'arrivée de la brigade internationale par l'ONU. Et c'est une première que l'ONU mette en place une brigade offensive pour faire la guerre à des groupes armés, à des rébellions. On ne voit que ça en République démocratique du Congo. Et déjà, est-ce que l'option militaire, parce qu'il y a le Rwanda qui conteste la mise en place de cette brigade internationale, est-ce que l'option militaire peut résoudre la situation des conflits, des rébellions, des groupes armés dans la partie est de la République démocratique du Congo?
nous sommes là dans ce qu'on appelle une intervention consentie. Ça veut dire quoi? Le gouvernement de la République accepte qu'il y ait des forces extérieures qui viennent en aide à lui pour pouvoir mater une rébellion, n'est-ce pas? Alors que l'intervention consentie est proscrite en droit international. C'est interdit. Il est interdit à un État de s'ingérer dans les affaires intérieures d'un autre. Il est interdit à une organisation internationale de s'ingérer dans les affaires intérieures d'un État. Qu'est-ce que vous allez constater sur le terrain du côté du M23? Vous n'allez pas être surpris de voir considérer ou d'apprendre que le M23 considère désormais cette brigade-là comme faisant partie, n'est-ce pas, des forces armées du côté du gouvernement, n'est-ce pas? Et le M23 risque de se défendre vis-à-vis de ça. Ça, c'est de un. De deux, par rapport à sa composition, j'ai dit que j'ai eu beaucoup de mal à apprécier que dans cette brigade-là, il y ait des Malawites, il y ait des Tanzaniens, des Sud-Africains. N'est-ce pas? Non? Vous parlez des Sud-Africains? Des Sud-Africains. Mais ce sont des Sud-Africains qui étaient là où Bozizé a abandonné le pays. Bozizé est devenu, n'est-ce pas, exilé aujourd'hui à cause aussi des Sud-Africains, n'est-ce pas? Parce que ce que je vais dire, que ça risque de ne pas résoudre les problèmes. Mais vous parlez d'ingérence tout à l'heure. Moi, ça m'a tiqué. Vous parlez d'ingérence dans les affaires intérieures d'un autre pays, d'un autre État. Et vous faites allusion là, en parlant à la République démocratique du Congo. Mais est-ce que c'est une ingérence lorsqu'un pays librement demande à ce que des pays tiers ou une organisation internationale puisse venir, puisse lui apporter de l'aide, puisse venir à son aide, puisse répondre à l'appel au secours que ce pays lance? Ce n'est pas une ingérence. Si, c'est avec son consentement. Si vous parlez du pays, moi je parle du peuple. Le peuple congolais est divisé en deux. D'un côté, vous avez le peuple du côté du gouvernement, de l'autre, vous avez le côté des peuples qui contestent ce gouvernement-là, c'est-à-dire ce que vous appelez la rébellion. Ça fait des Congolais tous, n'est-ce pas? Alors qu'en droit international, il est clairement enseigné que les peuples d'un État déterminent sa politique librement, sans qu'il y ait intervention extérieure. On appelle ça droit des peuples à disposer de lui-même. Et lorsque un gouvernement obtient le secours, n'est-ce pas, d'une organisation internationale, d'un État étranger, ça veut dire, je vous ai parlé tout à l'heure d'une intervention consentie. Par rapport au gouvernement, c'est un secours, mais par rapport à ces peuples-là qui s'opposent au gouvernement, on considère que l'ingérence est proscrite. C'est de la même façon aussi du côté... Vous n'allez pas considérer les revendications du M23 qui contestent la brigade comme étant le peuple. Le M23, ce n'est pas le peuple congolais. C'est une rébellion qui est contre le pouvoir en place, une rébellion qui commet des crimes, une rébellion qui tue la population, le même peuple dont vous parlez. Adam, je vous ai toujours beaucoup apprécié, oui. N'est-ce pas? On parle d'une rébellion simplement vis-à-vis d'un pouvoir établi. Et la rébellion ne se conçoit que dans le sens d'un État. Voyez-vous, ceux qui sont dans les M23, ça fait des Congolais. Même si vous dites qu'il y a certains, mais il y a des Congolais, non? N'est-ce pas? Et du côté du gouvernement, vous avez aussi des Congolais. Les tout forment un peuple, le peuple congolais. Et lorsque ce peuple-là se bat, il est interdit au Rwanda, à l'Ouganda, à la Tanzanie, à l'Organisation des Nations Unies, à quiconque d'intervenir, parce qu'on considère ça comme une affaire interne. D'accord, mais pour vous, comment fallait-il mettre un terme à cette rébellion du M23 si ce que vous dites, selon votre analyse, que c'est une affaire interne, que le peuple conteste. Ça, c'est le droit international, c'est pas moi. Oui, d'accord. Oui. Mais comment mettre fin alors à cette rébellion qui est soutenue par les pays étrangers? Là, ce n'est plus une affaire des Congolais. Très bien. De la même façon que vous parlez du soutien du Rwanda sur le M23,
De la même façon que les M23 peut parler du soutien de l'Organisation des Nations Unies, n'est-ce pas, du côté du gouvernement. Donc ça ne va pas résoudre les problèmes. Moi, j'ai été très satisfait de voir le chef de l'État, n'est-ce pas, se déplacer jusqu'à Kampala pour pouvoir trouver une solution quand Goma était tombé. Mais pourquoi on n'a pas achevé ça? N'est-ce pas? On était déjà sur la voie de trouver une solution. On dit non, il faut vous retirer des Goma. Ils se sont retirés. On pouvait aller plus loin. C'était ça la solution. Mais aller plus loin, c'est ce qui a conduit au sommet de Kampala. Décidé par les chefs d'État de la sous-région, au sommet de Kampala. Mais aujourd'hui, le sommet de Kampala, mais il y a à boire et à manger au sujet de ça. Le M23 s'est même retiré de ces pourparlers. Donc on tourne en rond. Ne trouvez-vous pas que nous tournons en rond là? Alors nous tournons en rond parce que tout le monde ne veut pas comprendre la démarche du chef de l'État. N'est-ce pas? C'est le garant de la nation. Mais c'est le chef de l'État qui a appelé à ce que la communauté internationale puisse agir. Pardon? C'est le chef de l'État aussi qui donne l'aval à cette communauté internationale de pouvoir. Non, le chef d'État étant du gouvernement est allé d'abord approcher le rebelle. Vous vous souvenez qu'à l'époque ici, tout le monde disait non, on ne peut pas parler avec les rebelles, on doit les mater, on doit... Grâce au chef de l'État, n'est-ce pas, la situation était éclairée. Et en approchant les rebelles, c'était de façon à trouver un compromis d'une façon globale pour que la situation s'apaise. Mais ceux qui ont pensé autrement d'aller chercher une brigade composée des Tanzaniens et des Malawites principalement pour venir au Congo, même si c'est dans un contexte humanitaire, dans le contexte des droits de l'homme, j'ai dit que ça risque de ne pas résoudre les problèmes. Parce que, à mon avis et à mon sens, je n'ai pas encore souvenance d'une quelconque prouesse des armées malawites, des armées tanzaniennes. Au regard de ça, je dis que entre des frères, si vous avez des problèmes, parlez entre vous pour qu'il y ait une solution au lieu de vouloir faire appel à des tiers qui risquent de venir envenimer la situation. Oui, mais tel que vous parlez de la rébellion, c'est comme si c'est des gens qui ont un bon cœur ou qui sont là, il faut qu'on parle avec eux. Mais on a vu quand même des volte-face du côté de la rébellion. Tantôt ils disent oui, tantôt ils disent non. Ils ne sont pas très fixés sur les paroles ou les propos qu'ils tiennent. Ils sont très versatiles, ils changent de parole du jour au lendemain. Et c'est difficile avec ce genre de personnes de pouvoir, n'est-ce pas, dialoguer. Et en même temps sur le terrain, qu'est-ce qui se passe? Les populations continuent à mourir, continuent à crever. C'est ça le problème. C'est ce que je dis. La brigade vient principalement pour apaiser les souffrances des populations. Alors, j'ai dit que je crains que cet objectif-là ne puisse pas être atteint simplement parce que sa composition est encore discutable. Pourquoi on n'a pas envoyé des Français ici, des Américains, des armées fortes, des armées françaises, américaines, britanniques et tout ça? Vous avez vu comment les Français se sont comportés au Mali. Dans peu de temps, il y a eu la solution. Mais ici, on nous envoie des Malawites et des Tanzaniens. Vous pensez que pour que ça se termine demain? Je dis non. C'est ça mon inquiétude. Ça, c'est par rapport à la résolution des situations des populations qui triment. Au lieu que ça se termine aussitôt, ça risque de continuer. Alors, deuxièmement, je dis que une affaire entre frères, il faut continuer dans la logique pour parler, dans la logique de négociation, dans la logique de dialogue, parce que la paix ne se gagne pas. J'ai toujours été de cet avis-là. Je partage l'avis de ceux qui pensent que la paix ne se gagne pas, mais au contraire, la paix se négocie. Demandez à ceux qui ont fait la guerre de 100 ans. Ils vous diront, ils se sont battus une année, 2, 3, 10 ans. 100 ans, finalement, ils se sont dit, non, trouvons quand même un compromis, dialoguons, ainsi de suite, c'est ce que nous attendons. D'accord. Je crois qu'on va traiter le dernier sujet sur l'élection à l'Équateur.
un autre gouverneur va être élu au niveau de l'Équateur après ce qui s'est passé en province. Donc c'est le troisième gouverneur que la province connaît. Le premier, José Maquila est parti, Baïndé est arrivé. Aujourd'hui, on parle de l'élection d'un autre gouverneur. Donc il y aura un troisième gouverneur qui sera élu dans pas longtemps. Cette instabilité politique, vous pensez que c'est des bons augures pour la province de l'Équateur qui a tant de problèmes aujourd'hui à résoudre que des problèmes politiques? D'abord, la CENI qui va organiser cette élection-là est incompétente. Comment ça? Incompétente. Vous prenez la Constitution. Après la promulgation de... Non, article 198 de la Constitution. In fine, il est dit expressement que lorsque le gouverneur est déchu, révoqué par le chef de l'État, la CENI organise une autre élection dans les 30 jours. Mais depuis que Baïndé a été révoqué, ça fait combien de jours aujourd'hui? Largement au-delà, n'est-ce pas? Donc la CENI ou le bureau s'est rendu davantage incompétent lui-même pour pouvoir organiser cette élection. Raison pour laquelle, n'est-ce pas? Moi, je pense qu'il n'y aura pas d'élection. Mais il faut bien un gouverneur. Il y a un vide. Il y a... Non, il ne faudrait pas qu'il y ait un vide à la tête de... Non. C'est ce que je dis toujours aux gens. Lorsque un gouverneur part, il n'y a pas de vide. Parce que le gouverneur, c'est un membre du gouvernement provincial. Le gouverneur n'est pas une institution à part. Le gouverneur, c'est un membre du gouvernement provincial. Et lorsqu'il n'est pas là, on prend les membres les plus suppléants, disons le plus pressant, pour pouvoir diriger la région. Donc, dans le cas de l'Équateur, c'est le vice-gouverneur qui est censé, n'est-ce pas, poser les actes. Si lui aussi a été révoqué au même moment que le gouverneur, on prend les ministres provinciaux les plus pressants. J'ai eu à le soulever tout à l'heure. On a l'impression que dans beaucoup de provinces, bon, pas beaucoup, mais dans certaines provinces, on traite beaucoup plus les problèmes politiques que les problèmes sociaux, que des problèmes qui concernent la vie de la province, les problèmes vitaux. Aujourd'hui, à l'Équateur, il y a eu 3 gouverneurs qui sont passés à la tête de la province et que c'est des problèmes politiques qu'on traite entre l'Assemblée nationale, l'Assemblée provinciale avec ses membres, et aujourd'hui on parle d'élections, mais la population dans tout ça attend des résultats des gens qui gouvernent, des gouvernants. Mais aujourd'hui, c'est un problème. En tout cas, le poste du gouverneur, c'est un poste politique d'abord. Et en tant que politique, parce que toute politique, tout pouvoir politique a pour but d'assurer le bien-être social. C'est dans le bien-être social que vous trouvez tout ce que vous voulez, n'est-ce pas? Raison pour laquelle, dans la conception du pouvoir politique, ceux qui ont inventé le pouvoir politique ont toujours considéré qu'un pouvoir politique doit être compétent. Compétent, pourquoi? Pour pouvoir résoudre les problèmes de population dans l'ensemble, n'est-ce pas? Parce qu'un pouvoir incompétent n'est pas digne de perdurer, sinon... Oui, mais pour justement résoudre les problèmes de la population, il faudrait une certaine stabilité politique. Lorsqu'on évolue dans l'instabilité politique, quand est-ce qu'on trouvera le temps nécessaire pour justement résoudre le problème de ces populations-là? Lorsqu'on est instable. On ne sait même pas en province, à l'Équateur, à la province de l'Équateur, qui fera le bilan de ce qui a été fait. On ne sait pas au jour d'aujourd'hui. Non, parce qu'il y a aussi un problème au niveau de notre administration, n'est-ce pas? Surtout au niveau des administrations provinciales. L'administration qui avait la charge de pouvoir servir de matelas au fonctionnement de l'État, apparemment, ça pose un problème pour pouvoir s'apprécier positivement. N'est-ce pas? Raison pour laquelle tout tourne autour de la politique. Dieu va nous aider pour que cette situation-là se normalise un jour. Sinon... On dit que Dieu a déjà tout fait. Si vous dites Dieu va nous aider, Dieu a déjà tout fait. Il a créé le monde, Dieu a créé les hommes. C'est aux hommes maintenant de mettre
de travailler pour pouvoir assurer leur lendemain. Et si pourtant que Dieu descend du ciel, la manne ne tombera plus du ciel. Non, en tout cas, Dieu a oublié encore de créer l'ordre chez nous. C'est ainsi que nous l'implorons encore, n'est-ce pas, pour qu'il termine et qu'il achève ce qu'il a commencé chez nous. Il nous a doté de richesses importantes, n'est-ce pas, des populations importantes aussi, d'un grand pays. Il a oublié de nous donner de l'ordre et de l'organisation. Puisque nous vivons encore et que nous avons besoin de ça, nous sommes croyants, nous croyons à cela, nous pensons que Dieu va s'organiser cette fois-ci pour nous envoyer de l'ordre et de l'organisation, de façon à ce que désormais, ceux qui sont du côté des gouvernants comprennent ce que c'est la gouvernance, et ceux qui sont du côté des gouvernés apprennent à comprendre comment, n'est-ce pas, les gouvernés se comportent vis-à-vis d'un pouvoir. C'est par le travail que l'homme s'affranchit. Ça va de soi. Ça va de soi, mais ici aussi les gens travaillent. Ici aussi les gens travaillent, mais le travail n'est pas apprécié positivement parce que il y a les problèmes d'ordre, il y a les problèmes d'organisation. Je pose une dernière question dans cette émission. Il y a un problème de moralité politique aussi, quand même, quelque part. La politique, c'est vrai, il y a des combats, il y a une lutte acharnée lorsqu'on est en politique. Ça, c'est vrai, partout au monde, c'est comme ça. Mais n'oublions pas la moralité lorsqu'on pratique aussi de la politique. Lorsque la population est quelque part sacrifiée parce qu'il y a une lutte acharnée sur le plan politique, là, ça ne va pas. Je prends l'exemple de ce qui se passe au niveau des provinces. Vous avez un groupe de députés qui sont députés provinciaux, qui sont contre la personne qui est à la tête de la province, contre le gouverneur, et qui s'organisent pour faire tomber ce gouverneur, pour que celui-ci soit remplacé par le groupe de ceux qui ne l'aiment pas, et ainsi de suite. On navigue dans ce marasme. C'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, certaines provinces ne se retrouvent plus. C'est un problème aussi de moralité politique. On veut que celui qui est là puisse dégager pour qu'un autre qui répond aux critères de ceux qui l'ont mis là soit remplacé, etc., etc. On est dans une bouillabaisse interminable. Je vous ai dit ici que tout pouvoir politique a pour but d'assurer le bien-être social. Lorsqu'un pouvoir est incapable de rendre ce bien-être-là, on fait tout pour le mettre hors d'état de nuire, n'est-ce pas? Parce que ce pouvoir-là devient minoritaire, parce que minorisé. Là, vous parlez de quel pouvoir central ou le pouvoir au niveau des provinces? Pouvoir politique, oui. Que ce soit au niveau central, que ce soit au niveau des provinces. Tout pouvoir politique. Vous êtes gouverneur d'une province, n'est-ce pas? Vous avez des charges importantes pour offrir aux populations un bien-être social adéquat. Mais lorsque vous êtes incapable de le faire... Mais ne vous en faites pas. Il y en a qui ont été capables, mais qui ont été dégagés totalement. Vous suivez par exemple chez le président de tout-puissant Mazembe. Il doit être gouverneur d'une des provinces ici, n'est-ce pas? Vous apprenez que chez lui, les députés se battent aussi pour les remplacer. Non, parce que lui est incompétent. Et sa compétence, c'est avéré, non simplement au niveau du pouvoir politique, mais au niveau du pouvoir culturel aussi, au niveau du pouvoir sportif. Le même président, Moïse Katumbi, que vous citez, avait dit qu'il devait prendre en tout cas sa retraite, qu'il allait se retirer de la vie politique parce qu'il y a trop de coups bas. Voilà. Il est victime également de ces coups bas-là. Alors, même s'il accepte de se retirer aujourd'hui, c'est en âme et conscience. Il dira qu'il a été choisi pour servir le peuple et il a accompli sa mission. Il peut mourir en paix, en dépit des coups bas. Mais tous les autres, n'est-ce pas, vous apprenez qu'il y a ça, il y a ceci, ça fait de l'incompétence qui cache tout. Et lorsque vous êtes incompétent, la politique n'est pas une affaire familiale, n'est-ce pas? On ne doit pas vous laisser martyriser les gens. On doit s'organiser pour vous mettre hors d'état de nuire, n'est-ce pas? Dans les contextes
des provinces, ça veut dire que au niveau, par exemple, des assemblées provinciales, on suscite des votes contre vous de façon à vous faire tomber. Vous avez suivi l'affaire de Kapuku à la province Kasaï occidentale. Celui qui l'a suivi, Babo, c'est la même chose, et ainsi de suite, n'est-ce pas? Alors, au vu de ça, moi j'estime que quand des situations comme ça arrivent, il faut plutôt les analyser froidement, timidement, de façon à avoir une lecture peut-être objective, parce que lorsque le pays va bien, tout le monde est en bonne santé, mais lorsque le pays va mal, tout le monde est malade, comme c'est le cas au Congo. Vraiment, nous vous disons merci, Maître Willy Mbenza. Je rappelle que vous êtes acteur politique indépendant. Avec vous, nous avons froidement analysé la situation par rapport au sujet d'actualité, bien entendu. Donc, des sujets qui font la une des journaux de Kinshasa, mais également traités par les différentes rédactions de la République démocratique du Congo. Je vous dis merci. Mais j'annonce déjà aux téléspectateurs qu'on va vous retrouver le lundi prochain. Parce que c'est une émission de débat et votre co-débatteur n'étant pas venu aujourd'hui, on a été dans l'obligation de débattre à deux, mais lundi prochain, vous aurez bel et bien un co-débatteur très saignant, très poignant avec lequel vous allez vous affronter sur ce plateau, mais de manière tout à fait démocratique. Voilà, parce que cette émission, c'est une émission qui soutient la démarche vers la démocratie dans ce pays. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir.